Chers amis, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous sur ABC pour une nouvelle émission. Et alors là, je peux vous dire que je suis très heureux, très impatient d'accueillir mon invité sur les canapés, d'autant que c'est une personnalité qui se fait assez rare dans les médias, donc c'est d'abord un honneur. Et puis ensuite, on a très envie qu'il nous raconte toute son histoire, toute sa vie. Il le fait au travers d'un livre. J'étais en train de discuter avec lui il y a un instant et je lui disais, mais il faudrait 10 tomes pour raconter la vie entière de ce monsieur. Certains disent de lui que c'est l'homme qui chuchote à l'oreille des stars grâce à ses intuitions et également grâce à ses messages médiumniques. Lui préfère parler de passeur de messages ou éventuellement un messager d'espoir. Oui. En tout cas, c'est un homme résolument positif, optimiste. Il est discret, humble et il refuse de se donner en spectacle car, dit-il, c'est contraire à la loi divine. Ça veut tout dire. Sa vie ressemble à un immense patchwork et il y a beaucoup à dire. Il nous dévoile donc, je vous le disais, une partie seulement de sa vie dans son livre qui s'appelle « Et si la vie n'était qu'un début » aux éditions Exo. On va l'accueillir tout de suite. J'ai l'immense honneur de recevoir Jean Testanière sur ABC. À tout de suite. Voilà, on est en place. Merci d'être avec nous. Merci, Jean. Jean Testanière, si on m'avait dit... Bonjour, Jean. Bonjour. Si on m'avait dit qu'un jour, je t'accueillerais sur ce canapé, c'est un honneur, vraiment. Merci d'avoir fait le déplacement depuis tu es où déjà? La Seine-sur-Mer. À Seine-sur-Mer, ouais. Exactement, du sud, évidemment. Je suis très heureux d'accueillir Jean. Voici son livre qui est absolument incontournable, qui s'affiche sur l'écran et qui s'appelle « Et si la vie n'était qu'un début » aux éditions Exo. J'ai dit, il faudrait 10 livres comme ça pour raconter ta vie en intégralité. Oui, j'ai fait le max. J'ai tout concentré, tous mes événements, depuis l'âge de 12-15 ans jusqu'à maintenant. Je vais à vous. Voilà. Est-ce que c'est facile de raconter ta vie comme ça? Je disais que tu es quelqu'un d'assez pudique, plutôt humble, plutôt réservé. Tu n'as pas vraiment envie, tu parlais de la loi divine qui est contre le fait de se mettre en spectacle ou de se donner en spectacle. Est-ce que c'est un exercice facile? Du tout. C'est pas facile. Pour le moment, j'ai un devoir de réserve sur certains sujets. Je ne peux pas transgresser les interdits. Mais aujourd'hui, c'est comme si on m'avait donné le top de départ. La permission. La permission. Et donc, je viens vers vous. Ah, je suis très content de ça. Et sans filet, pardon. Et sans filet, on est d'accord. Voilà, et tu sais que je me suis mis la pression avant de démarrer parce que je me suis dit, avec le côté tellement intuitif, l'ouverture qu'il a, quand il va rentrer dans le studio, il va falloir à un moment donné, est-ce que les ondes seront suffisamment positives? Est-ce qu'il sera suffisamment à l'aise? Est-ce qu'il se sentira bien pour être dans cette communion et cette confession qu'on peut avoir ensemble? Est-ce que tu te sens bien? Très bien. D'ailleurs, en arrivant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé les mains. Exactement. La main nette, claire, était nette, claire. Ça n'a pas bougé, donc tout est OK. Tout est OK. Et alors, tu es arrivé et tu m'as mis la main ici. Oui, plexus solaire. Ouais, il n'est pas bon. Si, on l'a ouvert davantage. Ah, magnifique. Voilà. Jean Testanière, il y a le sourire. Ouvert le plexus solaire, c'est magnifique. Alors, on va revenir évidemment sur ta vie. On va ponctuer tout cela avec des illustrations qu'on a préparées, que tu verras sur cet écran. Donc, merci de te livrer à ce petit exercice. Donc, tu es né à la Seine-sur-Mer. On est dans la fin des années 40. Et tu es au mois de juillet, comme moi? 2 juillet. 12 juillet. 12 mois. C'est incroyable. Même signe. Et alors, ce que je ne savais pas, c'est que ton destin aurait pu être tout autre. C'est-à-dire que tu aurais pu suivre la voie familiale, huissier de justice. Oui, tu aurais pu faire ça. Exact. Mais je me suis toujours dit, et j'ai bien écouté ma mère, elle me dit, tu n'es pas bon pour ça. Tu feras comme ton père. Quand tu vas voir les gens qui vont pleurer, tu vas fondre en larmes. Comme ça. Arrête. Trop émotif. Trop émotif. Trop sensible. Très émotif. Vraiment, je suis très émotif. Ouais, je sais ça. Papa était huissier de justice. Huissier. De père en fils. De père en fils. Et ta maman travaillait à la maison. À la maison. Elle s'occupait de tes sœurs et toi. Exact. Et les premiers, j'allais dire, parce que toi tu parles quand même de handicap et de souffrance au départ, quand tu as ces facultés médiumniques que tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à expliquer, et tu dis, j'ai une triple souffrance, triple handicap, être perçu comme une curiosité,
Ensuite, évidemment, on va en parler, le décès de ton papa. Et le troisième, c'est les problèmes de santé que tu avais avec ces petits retards de croissance. Exact. À l'époque. Je pars avec vraiment un poids sur les épaules. Hein. Rien n'a été facile. Hein. Les gens me disent c'est facile, tout ce que tu vois, tu touches, tu magnifies les gens. Non, rien n'a été facile au départ. Déjà, la perte de mon père, qu'on m'a mal expliqué. Qu'on t'a caché. Oui, exactement. Et puis, je me suis fait un monde différent de ce qui était vraiment la réalité. Bon, ça a été un handicap, une souffrance lorsqu'on est petit, on manque de confiance. De confiance, on manque ce père qui est invisible, où je me suis fait une image, c'est terrible. Et je l'ai même fait vivre en disant que j'avais un père. Après son décès? Après son décès, oui. Ouais. Je ne pouvais pas admettre qu'il pouvait disparaître. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Ça m'a... C'est ta plus grande souffrance? Ah oui, ça a été très, très, très difficile. Il y a un truc qui est assez incroyable, c'est que les perceptions, tu le disais, tu sens quand on t'annonce le décès de ton père, d'abord on te le cache, et tu sens qu'effectivement tu as 6 ans, et les premières perceptions viennent de ce moment-là? Exactement. À partir de 6-10 ans, et ensuite à 12 ans, c'est devenu vraiment c'était clair, net, sans bavure. Hein. Voilà. J'entendais, j'ai toujours entendu de l'oreille gauche, alors que j'ai une bonne audition, hein, comme ça. J'ai toujours entendu, et tout ce qu'on me disait, pour moi, c'était vraiment la vérité. La vérité. Ça s'est vérifié à chaque fois? Ah oui, chaque fois. Dans ton livre, tu donnes des détails. Et je voudrais qu'on parle de 4 dates. Tes 7 ans, tes 9 ans, tes 10 ans, tes 13 ans et tes 18 ans. À 7 ans, tu vois une silhouette vêtue de bleu qui flotte au-dessus du sanctuaire de Notre-Dame-de-Los. À 9 ans, tu devines n'importe quelle couleur les yeux fermés. Oui. À 10 ans, tu développes une réaction épidermique, j'adore celle-là, face aux adultes quand ils mentent, quand ils sont hypocrites et quand ils sont méchants. Ça, c'est génial. Oui. Autant te dire que c'est un atout. À 13 ans, tu vas aider ta sœur pour l'orienter dans son parcours au Krebs. Au Krebs, oui. Au collège, tu as cette petite mimique, tu en parles aussi avec les 2 petits bouts de papier, le oui et le non. Oui, non. Et à chaque fois qu'on te pose une question, tu as ces 2 petits bouts de papier. Et je regarde. Et à 18 ans, tu donnes, notamment à ta sœur Marcel, qui faisait sans doute de la natation synchronisée, tu lui donnes déjà les résultats. Les résultats avant. Avant. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose. À quel moment tu acceptes cette faculté? Moi, ça a été vraiment à 16, 17 ans, 18 ans, on va dire. Même à 18 ans, très tard. Parce que je voulais être un enfant comme les autres. Je portais ça sur mes épaules. Et lorsque je voyais certaines situations, j'avais peur des sourires, j'ai peur de leur front, j'avais peur de tout ça. Parce que je me sentais différent de mes compagnons, de mes collègues, de mes amis. C'était très très lourd pour moi. Alors qu'on pourrait imaginer que ce don est incontestablement un plus. Je veux dire, c'est une vraie valeur ajoutée, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Oui. Tu es touché par la grâce. Oui, mais ce qu'il y a de bien, enfin moi j'ai souffert de ça, mais pour mes collègues, pour mes copains, c'était formidable. Ils voulaient toujours me toucher, ils disaient, Jean va nous porter bonheur, parce que ça n'a jamais été du négatif que je répandais autour de moi. C'était que du positif. C'était que du positif. Je me souviens, dans les compositions français, mathématiques, on se mettait à côté de moi, on changeait les trucs, j'arrive à nous porter bonheur. Au début, c'était difficile, mais après, j'en ai fait presque un petit jeu. Ben bien sûr. J'étais très coquin. On devait t'interroger pour savoir si on allait être en examen, est-ce qu'il y avait un contrôle la semaine prochaine, ou un truc comme ça. Une fois, j'avais même rigolé parce que j'ai dit, j'ai déjà mis le titre. Je montrais mes collègues. C'est incroyable. Ah, c'était incroyable. C'était mais c'était impensable quand je refais un flashback dans le temps que si jeune, j'avais cette audace après. Je l'ai caché et après j'avais l'audace.
J'ai ma tribu derrière moi. Tu l'as utilisé comme une force après. Force, et puis en plus de ça, c'est toujours avec le sourire. Ouais. J'étais jamais dans le négatif. Toujours le positif. Oui, c'est pour ça que je disais dans la présentation, toujours résolument optimiste, Oui. avoir confiance et puis évidemment faire en sorte de propager, du positif autour de soi. Tu parles beaucoup de ta maman parce que ta maman évidemment a rempli un rôle très important dans ta vie. Ta maman, elle n'a jamais douté de tes facultés. Jamais, puisqu'elle me disait, on va te dire ça, on va te dire le reste, n'oublie pas qu'il y a quelque chose que d'autres n'ont pas. Ton papa est parti, il t'a laissé en héritage ça. C'est un don, je vais te l'expliquer, je te l'expliquerai tout le temps, c'est que du positif. Tu iras toujours dans le positif. Le négatif, il faut que tu t'arrêtes, il ne faut pas bouger, n'avance pas, autrement après, tu vas être, on va se foutre de toi, on va être méchant avec toi. Ouais. Jean, c'est le positif. On t'a donné ça pour aller dans le positif. La perdition de ton père, tu as ça. Ça va te permettre d'avancer. Alors, voilà. Si ta maman était aussi ouverte que ça et aussi proche de toi, pourquoi est-ce qu'elle a ressenti le besoin de te faire consulter par d'autres médiums, d'autres voyants? Pour savoir exactement où j'en étais là-dedans. Si j'avais une souffrance intérieure que je colmatais par des sourires et tout ça, si j'étais vraiment malheureux ou heureux, elle voulait savoir exactement. Ouais. Parce qu'elle ne voulait pas que, pour le futur, je sois quelqu'un de malheureux et vraiment de triste. Et de triste, comme ça. Ouais. Et ça, elle ne voulait pas. Alors, tu as rencontré 4 médiums. Enfin, tu parles en tout cas de 4 médiums. Il y a Germaine Lantéry, Irman Salmeron. Oui, Salmeron. Il y a aussi Poutrier de Mermoz. Poutrier de Mermoz. Et Madame Grand. Madame Grand, qui est formidable. Qui est formidable. C'est des femmes que j'ai rencontrées. Elles t'ont toutes dit la même chose? Toujours la même chose. Elle m'a dit, Jean, ça commencera par un groupe d'amis et je serai conduit très très loin. Je vois le monde, je vois la terre comme ça. Surtout, elle m'a regardé. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai dit, j'en ferai jamais mon métier. Je ne prendrai jamais un centime. Et ça, on me connaît pour ça. J'irai pour le bien et point barre. Ça s'arrêtera là. On va en parler de l'argent, parce que là aussi, tu as une position qui est très claire depuis le début sur ce positionnement par rapport à l'argent. Et tu disais effectivement que tu n'en ferais pas ton métier, et tu as fait tout autre chose. Instit, directeur territorial de la Seine-sur-Mer, rien à voir. Rien à voir, mais rien à voir. Je voulais être instit. J'aimais l'école parce que c'était plus pour les camarades, parce qu'il y a un regroupement de copains, de tout ça. Mais je me suis dit, un jour, je serai instituteur. Je vais dire à ma mère, mais t'es pas parti, pourtant j'étais nul. Mais ma mère, combien de fois, elle a été interpellée en disant, il fait le pitre, il rigole, on l'attrape, il est dissipé. Mais il est heureux. Il est heureux, c'est bien là l'essentiel. Donc je disais, Instit, directeur territorial de la Seine-sur-Mer. Qu'est-ce que tu as fait? Éducateur spécialisé évidemment pour les enfants. Ça, j'ai fait tout. Et vous verrez qu'on va même proposer un ministère à l'époque de François Mitterrand, mais on va y revenir. C'était beau ça. Photographe cinématographiste? Oui. Aussi. Je vais vous faire un peu sourire. C'était à l'île du Levant, dans le cadre de... Bon, c'est dans le cadre de l'armée, tout ça. Bon, et on m'a proposé d'être sur des ciné théodolites, c'était caméras Canon. On filmait les fusées. J'ai même filmé et ça m'est tombé sur moi. L'engin, il s'était décroché, c'est allé droit sur la villa de Debré. Et c'est moi qui ai fait la une des journaux. Ça commençait déjà ça commençait à l'époque. Déjà, rien que ça. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, on sent bien que tu as très envie d'avoir une vie normale, pas nécessairement ponctuée par toutes ces visions et ces perceptions. Et justement, revenons sur la perception. La manière dont tu perçois, c'est très particulier parce que tu as... D'abord, tu demandes à chaque fois, si tu peux. Ouais. Essentiel. Oui. Et ensuite? Je parle. Je demande. Parce que je n'ai pas le droit de transgresser des interdits. Je dois demander à la personne oui ou non. C'est tout. Si c'est oui, j'y vais. Si c'est non, on ne commence pas.
Voilà. Alors explique-moi ce cercle, l'histoire du cercle lumineux, l'histoire dans le sens des aiguilles d'une montre et l'histoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est en général que je regarde le ciel. C'est un cercle comme de la fumée blanche. C'est un grand cercle. Et quand il tourne à droite, c'est oui. Et quand il tourne à gauche, c'est non. Quand ça ne bouge pas, c'est neutre. C'est bon. Voilà. Donc quand quelqu'un te pose une question sur son passé, sur son futur ou autre, tu demandes l'autorisation plus haut. Complètement. Et ensuite, tu as la visualisation de ce cercle? Tout à fait. Pose la question. Je ne me suis jamais concentré, ça il faut le savoir, à l'école. Moi, c'est à l'instant T. On me montre. Et ça va doucement comme ça. Et d'un coup, c'est à droite, c'est OK. C'est à gauche. Et ça ne bouge pas, c'est entre deux. Ouais, c'est incroyable, ça, cette faculté-là. Et ce besoin de te laver les mains systématiquement? Oui, complètement. Complètement. De suite, après, je me lave les mains. Donc après tu sors et tu te laves les mains. Il y a des dates, et dans ton livre, évidemment, tu en parles beaucoup. Et si la vie n'était qu'un début, c'est aux éditions XO, je vais y arriver, début 2000. Il y a évidemment cette période difficile, la disparition de ta maman, et oui. Tu le sais. Oui, je le sais. Je me suis fait, et j'ai dit, bon, je me suis préparé. C'est pas facile. C'est vrai que c'est plus facile chez les autres, mais lorsque ça nous touche, personnellement, ça a été terrible. Je l'ai su, je me suis mis ça dans la tête, je me suis appliqué, je me retrouve, ma mère en train de partir, hein. Elle m'a dit, j'ai dit, tu sais où je vais? J'ai dit oui. Et ça va très bien. Tu remercies. Elle a eu ce sourire et ça, Donc elle part apaisée. Apaisée. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a une Madame d'Amour qui est ta voisine. Oui. Et c'est elle qui perçoit les messages de ta maman. Comment se fait-il que ta maman ne rentre pas directement en contact avec toi? Ça, je me suis toujours posé la question. Bon, c'est passé par des connexions autour de moi. Et Madame d'Amour, qui avait quand même un don, on peut dire comme ça, et qui était, disons, assez... elle n'était pas arrangeante, ou c'était blanc ou c'était noir. Oui, et un jour, elle m'a dit, voilà, ta maman, on montre ça. J'ai dit, je sais. Donc vous n'aviez plus de doute à ce moment-là? Plus de doute. Ouais. Et alors, il y a un truc qui est fou, c'est qu'elle dit, dites à Jean, ça c'est ta maman qui parle, via cette dame, Madame d'Amour, déjà rien que le nom, Madame d'Amour, il faut le faire quand même. Puis un joli nom. Joli nom. Dites à Jean de prendre soin de ses cheveux et qu'il devrait faire un traitement anti-chute. Ta maman te dit ça? On pourrait imaginer qu'elle avait d'autres trucs à te dire. Si, puis je le perdais par plaque. C'est fou. C'est fou. En plus, je le perdais par plaque. J'ai dit, Madame d'Amour, je perds par plaque. Putain. Voilà ce que ta maman m'a dit. Et elle dit, mon fils doit se débarrasser de tous mes vêtements, sinon je viendrai les brûler. Les brûler. Et ça m'a fait peur. Bah, bien sûr. J'ai donné à mes sœurs. Il fallait t'en débarrasser. Je ne pouvais pas me débarrasser, mais les jeter, les trucs comme ça, j'ai donné à mes sœurs. Voilà. Sauf que, tu vois, j'ai posé la question en te demandant pourquoi est-ce que ta maman ne passait pas par toi, mais elle va aller même plus loin, parce que tu vas la visualiser véritablement. Elle va se présenter en face de toi. Tourne-toi, n'aie pas peur, c'est moi. Jean, tourne-toi, n'aie pas peur, c'est moi. Je l'ai vu face à moi. Pose-moi vite les questions. J'étais dans mon lit. Pose-moi vite. Jean, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Elle te presse, Oui, elle me presse. Est-ce que j'ai posé la question, est-ce que tu es bien? Oui, je veux bien. Est-ce que tu vois? Papa. Elle m'a dit, ça m'en reste encore. Eux étaient gênés, il est dans la nuit, mais il a l'air de dire, ne t'inquiète pas. Est-ce que je vais te revoir? Ça voulait dire pas pour longtemps. Et elle est partie. Ouais, elle est partie parce que tu dis qu'elle allait presque jusqu'à transgresser les règles. Des interdits. Les interdits. Et elle est partie. Je me retrouve encore comme ça. J'ai entendu, toi, n'aie pas peur, c'est moi. Je l'ai vu devant moi. Ça voulait dire, tu peux me toucher, c'est comme si j'étais vivante, mais fais vite. Mais fais vite, j'ai pas de temps, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas le temps, comme ça. Mais c'est formidable. C'est un beau cadeau. Ah oui, c'est un cadeau du ciel, parce que je l'ai vu devant moi à 15-20 cm. Entre ce qu'elle m'a parlé
Et elle m'a fait comprendre. Jean Tourneau, n'aie pas peur, c'est moi. Et surtout son père. Est-ce que tu vois papa? Elle était gênée. Elle m'avait aidé dans la nuit. J'ai compris après coup, qu'ils n'étaient pas sur la même vibration. Pas au même niveau. Et tu dis que même elle dit que ton papa était en train de errer. Errer comme ça. Ouais. C'était... Mais ne t'inquiète pas, ça veut dire. Dans ton livre, tu as vu que j'ai pris des notes partout parce que je me suis dit franchement comment est-ce qu'on va réussir à concentrer une émission en 1 heure tellement il y a beaucoup à dire. Justement sur le fait de errer comme ça les âmes, beaucoup se posent des questions de savoir comment sont leurs défunts, de quelle manière est-ce qu'ils se présentent. Tu dis ceci: l'accès à la lumière se fait par paliers successifs. À chaque effort consenti pour s'améliorer, on monte d'un étage. Oui. La luminosité se fait alors plus vive et plus éclatante et on gagne en sérénité. On ne peut atteindre le plus haut degré de pureté, une plénitude absolue, la lumière des lumières, qu'en ayant réparé tous ses torts. Ça veut dire que ton papa avait sans doute des choses à rectifier. Rectifier, très certainement. Et ce qui est invraisemblable, c'est que je me suis longtemps posé la question. Mon père et ma mère. Ouais. Je me suis dit, mais comment ils n'arrivent pas à se mettre? Et à un moment donné, il y a quelque chose comme une voix, une présence, sans voir les contours du visage, qui me disait, Jean, ça se passe comme ça. Ne cherche pas. À comprendre. Avance. Et ça a été formidable. Ça, c'était formidable. Et vous savez, ça s'est après amplifié sans que je demande. Sans que je demande. Parce que j'étais d'une façon très instinctive. Quand je voyais les gens, je disais, toi, ta mère est là, ton père est là-haut, tout ça. J'avais une rapidité, je l'ai toujours, hein, incroyable. Est-ce que tu ressens encore aujourd'hui ta maman? Oui, mais je la sens beaucoup plus loin. Et tant mieux. Parce que je me dis, là où elle est, je sais qu'elle est bien. Là, donc, ça m'agrée complètement. Voilà. Alors, on va voir maintenant, parce que c'est vrai que beaucoup t'attendent sur cette histoire, quand on te dit que tu es le médium des stars. Donc déjà, tu refutes un peu t'aimes pas ça, tu dis, cette appellation dont on m'affuble est, à mon sens, d'autant plus fausse que l'immense majorité des gens qui venaient te consulter étaient des gens tout à fait ordinaires, des anonymes. Complètement. Sauf que tu as quand même un destin qui n'est pas franchement celui de tout le monde. Oui, j'ai connu des tas de personnes. Un peu, oui. J'ai aimé aussi comme tout un chacun. J'espère qu'il y en a plusieurs comme moi et qui me dépassent même. Mais ce que j'avais rêvé, que j'ai rencontré entre les présidents, que je me faisais un monde de tout, et un jour, je disais, mais quand je pense un jour, je vais les rencontrer. Je ne savais pas que je parlais pour vraiment dire des vérités. Bon, et ça s'est passé comme ça. Oui. François Mitterrand, le président de la République, qui ne l'était pas à l'époque, que tu rencontres pour la première fois. Lui, alors tout le monde sait qu'il avait une appointance particulière pour justement toutes ces questions existentielles sur l'au-delà, sur la parapsychologie, sur tout ce qui était ésotérique. Juste en 2 secondes, comment est-ce que tu arrives à rentrer en contact avec lui? C'était formidable. Ça fait partie de mes plus belles rencontres. J'ai connu sa fille, j'ai connu un tas de personnes. Mazarine, qui était une fille extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est un type, une personne qui est chère à mon cœur parce qu'il y a une fausse image de lui. Sur certains travers, comme tout un chacun, tout ça, c'était clair, c'était net et c'était sans bavure pour moi. C'est une personne qui m'avait demandé un jour, Jean, j'ai quelque chose à vous demander, j'aimerais vous avoir à côté de moi. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, attendez, moi je suis instituteur spécialisé. J'ai dit, premièrement, je ne vous serai pas utile. Donc tu refuses? Oui, j'ai dit, je ne crois pas, personne n'y croirait. Je suis comme ça, je vous serai plus utile à côté. Ouais. Mais vous alors, il me dit, mais vous verrez à côté, je vais créer un ministère. Je ne serai incapable. Ouais. Moi, je suis plus au contact direct
mais en hauteur, c'est pas bon. C'est ça, il voulait en fait vous proposer un ministère avec un service dédié aux enfants inadaptés. Hein, c'est ça, inadaptés. Alors, vous dites, pour le président de la République, vous dites, c'est un roc strié de microfailles à l'œil nu, un alliage résistant à la rupture, mais qui se déforme sous la chaleur. C'est un colosse aux pieds d'argile. C'est vrai, parce que c'était pas facile. Hein. Parce que moi, je me souviens, c'était histoire sans parole. Parfois, il me regardait, il m'observait. C'était c'est dérangeant quand vous êtes plus jeune et puis eu égard à la situation qu'il avait. Ouais. Et d'un coup, il me dit, il me regarde, il s'avance, il me dit, mais je vous fais peur? Je dis non. Je suis vibre, je suis complètement, je dis comme ça, perdu par ce que vous représentez. Bien sûr, Oui. bien sûr. Est-ce que cette phrase, il l'a dite, comment se porte la France, Jean, et comment je me porte? Oui. Et comment je me porte, comment je vais. Parce que j'ai dit, écoutez, et on a recommencé par comment je me porte. Il m'a dit, c'est pas important ça, mais comment se porte la France. C'était moi si je suis dans le bon timing, les bonnes décisions. Comme ça. Et à un moment donné, il me regarde et il m'a dit, je vous perturbe? J'ai dit, pas du tout. Je suis quand même troublé. Il m'a dit, mais je vous ai à côté de moi. Ça serait formidable. Je peux pas. Moi, je ne croirais pas, et mes amis encore moins. Je dis, laissez-moi dans ma petite vie. Est-ce que tu l'as conseillé au point de prendre des décisions pour la France? Alors, on m'a posé plusieurs fois cette question. Il me demandait mon point de vue. C'est ça. Sur des questions assez importantes, assez sensibles. Ce n'était qu'un point de vue. Et vous savez, il avait ce regard qui était transparent, c'était pas facile. Hein. Des fois, il me dit, regardez-moi bien. Je vous regarde. Dites-moi, répondez-moi. Honchez la tête, il me disait. Faites un sourire. J'étais tellement impressionné par le personnage. Ça a quand même duré très longtemps, cette relation, cette collaboration à l'Élysée, hein, directement. Il vous fait visiter l'Élysée. Et en plus de ça, il y a des anecdotes qui nous sont venues quelques années après, hein, que Jean-François il pourrait raconter. Hein. Des personnes qui m'ont repéré sur un repas. Et ça m'a marqué. Évidemment. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai le temps de le dire ou non? Oui, bien sûr. Oui, c'était des femmes qui me disent comme ça. Une femme qui arrive, elle me dit, vous êtes dans le show business, dans le truc? J'ai dit, non. Et Jean-François, il me dit, Jeff, il me dit, tu la connais? Je dis, pas du tout. Ah bon? Elle repart. Jeff, il voit cette petite voix, il me dit, elle me regarde, mais après, elle te regarde de toi, et lui, il était tout content, parce qu'elle était jolie, hein, plus. Elle revient. Vous... Il y a tout Jean. Il dit oui, comme ça. Mais vous n'êtes pas dans le show business? J'ai dit non. Je sais. Elle revient, elle repart, elle revient, elle dit, je sais, vous venez voir le président. Le président de quoi? François Mitterrand. Quand vous passiez devant la porte, il y avait un code, et il disait, allez me chercher Jean, il a toujours oublié le code. Elle est venue m'embrasser, elle m'a dit, il y a tellement d'années comme ça. Exactement. Et j'ai eu la larme à l'œil parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Alors, juste une petite parenthèse, quand tu évoques Jean-François, Jeff, c'est un ami qui te suit régulièrement, et qui connaît toute ta vie, et tout ce qui s'est passé, évidemment, et qui t'a vécu il a été là, il a été... Absolument. Avant, pendant et après. Donc Absolument. C'est quelqu'un que je fais une confiance, c'est le frère que je n'ai pas eu en fait. Absolument. Juste pour terminer sur François Mitterrand, il y a ce plateau télé, et tu en parles dans le livre, France 2, avec Paul Amar et avec Henri Sagnier, et il doit annoncer quelque chose, et il se pose la question de savoir s'il doit annoncer précisément, et il va jusqu'à te demander un gris-gris. Un gris-gris. Oui, parce que j'avais un gris-gris. C'était comme une petite boule que j'avais, que je prenais dans mes mains, tout ça. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit que c'était un de mes élèves qui m'a... Et j'en ai fait mon porte-bonheur, pourtant.
Et tu lui as donné? Et il me fait, vous pouvez me le confier? J'ai dit, oui, je vous promets, je vous le rends. Parce qu'il devait passer sur France 2. Sur France 2 et annoncer son départ ou pas. Ils étaient encore. J'ai dit, je connais la réponse. Je sais que vous... Il m'a dit, ça fait rien, mais je ne sais pas encore. Vous savez, je peux être d'un coup complètement... Tout l'un ou tout l'autre. Ou tout l'un ou tout l'autre. Mais j'ai dit, écoutez-moi bien. À l'époque, on n'avait pas tous ces matériels. On avait simplement la télé, tout ça. J'ai dit, c'était à telle heure, je passe à telle heure, à telle heure. On a regardé sur le timing. À un moment donné, on s'était donné tous les deux, c'était 20h30, comme ça, ou je ne me rappelle plus l'heure. J'ai dit, vous le prenez de la main droite, vous le passez à la main gauche. Le gris-gris, hein. Comme ça. Et la solution, elle va venir. Incroyable. Il s'est passé. Et j'ai la bande, si on me le demande, la fille avec qui j'ai écrit, que j'ai tout donné, elle a retrouvé la bande. C'est incroyable. Ouais. C'est Aurélie Freddy, c'est ça? Aurélie Freddy. Aurélie voilà. Freddy, elle a tout regardé, elle l'a trouvé. Ouais. C'est incroyable. Et on le voit en train de faire ça, de chercher. Incroyable. Et, la main, et la grande question, est-ce que tu as récupéré le gris-gris ou pas? Oui. Ah, il m'a dit, il n'y en a pas un deuxième. J'ai dit non. J'ai dit, écoutez, Monsieur le Président, je n'ai jamais pu l'appeler pour François. Une fois, il m'avait demandé, non, j'ai dit, j'ai trop de respect. Et j'ai dit, c'est un élève, il m'a dit. Ça a une valeur sentimentale. Si deuxième, bah vous oui. me le passerez. Bah oui, évidemment. Ouais. Alors, il y a plein de... Il faut vraiment lire le livre parce qu'il y a évidemment beaucoup de noms. Mazarine, on en a parlé, Christian Lacroix, la famille Vartan, Françoise Dolto, Pablo Picasso, Jean Marais, la famille Hallyday, Lionel Richie. Lionel Richie, c'était quelque chose, ça. Incroyable. Tu veux raconter? Ah oui, c'était quelqu'un, je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'une amie. Il y avait Rosanne Arquette et Jo Champa, c'est une ancienne Sky TV, elle travaillait, actrice aussi. Et elle m'a dit, je veux te présenter Lionel Richie. Nous sommes donc à Los Angeles. Il passe devant, et comme ça, elle me présente, et elle m'a dit, c'est le fameux Jean. Il m'a dit, il m'a mis un mot, je veux vous rencontrer chez moi. En général, je reçois peu de personnes, mais je veux vous voir. J'ai les photos, j'ai tout. Hein. Je suis allé, une maison incroyable, je suis allé avec Jean-François, avec Jeff. Il nous a reçus comme si c'était Dieu le Père. J'ai dit non, je n'ai pas besoin d'un accueil comme ça. Il était extraordinaire. Il était très attiré par tout cela. Est-ce qu'il avait besoin de questions? Il avait besoin de réponses, en tout cas, aux questions pour savoir si ça allait continuer. Et la santé, surtout. D'accord. C'est la santé. Je lui avais dit, l'argent de sa santé, ça vaut rien. Et il était formidable. Il était marié avec de la Suisse, sa femme. Charmante, élégante, discrète. Et on a parlé à bâton rompu. Je lui ai dit exactement comment ça allait se passer, tout ça. Il a été formidable. C'est magnifique. Formidable. Et il m'a dit, Jean, prends en photo ma maison. Je n'ai jamais fait venir quelqu'un. D'ailleurs, je lisais les photos de chez lui. Et à un moment donné, il y avait un grand cadre métallique, on voyait quelque chose. Il me dit, qu'est-ce que ça te représente? Il m'a mis un petit peu... il a voulu... Il avait testé. À me tester. Hein. Ouais. Il était coquin. Hein. J'ai dit, mais ça, c'est toi. Ah, tu as vu que c'était moi? Oui. Incroyable. Et puis, il m'a passé un truc. J'ai dit, là, tu fais croire que tu es sur studio. Tout passe chez toi. Tu ne te passes jamais. Il m'a pris dans le truc, m'a embrassé. Est-ce que ce lien, est-ce qu'il y a un lien d'amitié qui s'est créé? De temps en temps, on s'envoie des trucs comme ça. Vous êtes revus? Oui. Alors, on sent bien, parce que tu rejettes toujours effectivement le côté médium des stars. Enfin bon, là on y est là quand même. Je veux dire, mais bon. Lionel Richie et les autres, jusqu'à la Maison Blanche même parfois, où on te sollicite. En France, il y a Christian Lacroix, il y a aussi... T'as accompagné Bernard Tapie? Oui.
Oui, c'est incroyable. Je vais le dire parce que je l'ai vu les derniers temps. C'est grâce à Gérard Darmon. C'est mon ami devenu presque d'une vie. Ouais. Et quand j'ai vu Bernard Tapie, c'était la fin. Il m'a dit, j'ai souffert 20 ans, Jean, par la partialité. Et si un jour, et je suis content parce que je vais le dire aujourd'hui, si un jour on t'interroge, tu leur diras que j'ai gagné et que je peux partir en paix. Et celui qui m'a poursuivi, je le retrouverai là-haut. Voilà. C'est fait. Bernard Tapie. Tu parlais de Gérard Darmon. Gérard Darmon qui t'a consacré d'ailleurs tout un chapitre dans le dictionnaire de ma vie, où il explique à quel point il a de l'estime pour toi. Il dit c'est un voyant qui peut vous dire ce qu'il a à vous dire au milieu de n'importe quel bruit, même en écoutant les Rolling Stones à fond. Donc il n'y a pas de perturbation ou autre, tu peux faire ça un peu n'importe où. Et Darmon, il dit que très clairement, tu l'as sorti un peu de certaines situations très compliquées. Très compliquées. Des moments où il se cherchait complètement, mais un jour j'ai appris, les yeux dans les yeux, j'ai dit, ça va être d'un côté, pas de l'autre. Tu as une potentialité très intéressante, ne te laisse pas aveugler, ne te laisse pas comme ça. Il m'a dit, il m'a regardé, je t'écoute. La route va être longue, ne te plains pas, je ne me plains pas. Il a toujours été nickel chrome. Donc il a suivi tes conseils, tes suggestions. Truc, ouais. Puis c'est quelqu'un, en plus de ça, qui ne se dilue pas. Il garde tout pour lui. Bon, autant te dire que ça fait partie des personnalités que j'adorerais recevoir ici, parce que il a une vraie dimension spirituelle, Gérard Darmon. En tout cas, je le sens comme ça. J'aimerais que tu le rencontres. Moi, j'appelle, il viendra. En tout cas, grand plaisir. Il est le bienvenu ici. Tu parlais de Rosanna Arquette, évidemment, qui est une star internationale. Elle aussi, tu dis que c'est une femme absolument charmante, simple, mais profondément malheureuse. Très malheureuse. Il y a une amitié qui s'est créée entre nous deux. Elle est vraiment forte comme ça. Elle me suit, je la suis. Et c'est une fille qui est malheureuse, qui a été mal mariée, son mari l'a complètement décapée, elle n'a plus rien. Elle est en train de se reconstruire. Je lui avais dit. J'ai préféré lui dire avant que pendant ou après. Tu lui annonces qu'elle va chuter. Comme ça, oui. Et maintenant, elle est en train de remonter et elle attend que j'arrive. Voilà. C'est avec Jean-François, avec Jeff, comme ça, c'est vraiment une fille... c'est la famille presque. Formidable, formidable. Elle dit, Jean est un être éclairé, un cadeau du ciel. Il apporte un peu de lumière dans nos vies. C'est beau. Oui. Et elle est tellement simple. Il y a quelqu'un, moi, que j'ai toujours aimé, mais vraiment, profondément, qui m'a toujours impacté au travers de ses chansons. Et cet artiste, c'est Michel Delpech. Michel Delpech, tu dis, c'est lui qui t'a fait connaître au monde du spectacle en France? Ah oui. C'est lui qui t'ouvre les portes? Oui. Et c'était mon chanteur préféré. Je l'ai raconté dans le livre. Je l'avais rêvé que je rencontrais par l'intermédiaire de sa sœur. Aussi, fallait-il savoir qu'il avait une sœur. J'étais instituteur, je vais faire rapide. J'étais instituteur et un groupe d'amis, on se retrouve. Je fais un module pour les déficients intellectuels. En plus d'être instituteur, pour être un instituteur spécialisé. Je me retrouve avec monsieur et madame Pinetero. Et après, c'était que des garçons et des filles, comme il y avait ce couple. Et à un moment donné, j'étais énervé, j'étais complètement boulot. Et j'ai dit, je me dichotomise du groupe. Et je veux retrouver le couple. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Un tel m'a fait des réflexions. Moi, je suis un peu saupoulé. Il m'a dit, ah, toujours le même, moi aussi. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que tu as fait à toi? Attends, il me dit, on s'appelle monsieur et madame Pinetero.
mais quel est ton vrai prénom, toi, de jeune fille, hein? Je me retrouve, c'était à Montparnasse, une pizzeria. Et je regarde, je lui ai dit mon prénom. Je m'appelle Delpech. Et le gars, il lui pose la question, il a dit, mais est-ce que tu serais la sœur du chanteur comme ça? Comme ça. En premier temps, j'ai dit oui. Oh, si t'es la sœur, je te mettrai des claques, je ne peux pas le voir. Et après, je lui ai dit non. Et je me revois en train de manger la pizza, je regardais bien dans les yeux. J'ai dit, mais t'es la sœur du chanteur? Elle m'a dit oui. Ça m'a attristé, mon idole. Tout a basculé, ce que j'avais rêvé, le truc comme ça. Et elle m'a dit un jour, venez en vacances. Venez en vacances. J'ai dit, chez moi, tout ça. On n'a pas les téléphones. Ma mère, on n'avait que les gros téléphones fixes. Et ma mère, je téléphone, m'a dit, viens, parce que monsieur, le couple qui voudrait te voir. Je vais les voir. Ils n'étaient pas loin de chez moi, en vacances. Il me dit, mon frère, Michel, il faut que tu le vois. Il faut que tu le vois, il ne va pas bien. Et c'est comme ça que démarre. Je rentre, je vois cet homme complètement, les yeux hagards, les yeux blancs. Il m'a dit, je me vois en face. Il me regarde et me dit, monsieur, Jean, vous êtes éclairé. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, je ne suis pas bien, je suis malheureux, je suis mal dans ma tête. Vous allez m'aider, je sais que vous allez m'aider. Il allait passer une amitié comme ça, le truc. Que tu considères comme ton frère. Hein. Ah oui, oui. Et je l'ai envoyé chez le professeur Tomatis, comme ça, pour l'oreille, pour le truc. Et après, c'est vraiment... Je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la fin. Ouais. Il y a quelqu'un, tu vois, quand on parlait justement, et tu en parles dans ton ouvrage, parce que tu as demandé à certaines personnalités d'écrire elles-mêmes ce qu'elles pensaient de la relation que tu avais avec elles et de l'amitié. Il y a quelqu'un dont on a tous été amoureux d'elle, parce que là, incontestablement, c'est bon, voilà, il n'y a rien à dire, Véronique Jeannot. Elle dit « Jean navigue toujours entre deux mondes et fait toujours preuve d'une profonde humanité. » Il y a une histoire incroyable avec Véronique Jeannot qu'elle raconte lorsqu'elle est au théâtre avec Roland Giraud. C'était au théâtre des Variétés. Il jouait À Vie de tempête, c'était la pièce de théâtre. À Vie de tempête. Elle me téléphone. Elle me dit « Écoute, voilà, j'étais avec Jeff en voiture. Je mets le haut-parleur. Je n'aime pas conduire, moi. Elle m'a dit, Jean, comme ça, sa fille de Roland Giraud a disparu. On se souvient de ce drame, évidemment. Ben ça, elle a disparu. J'ai dit, oh là là. Non, mais tu crois qu'elles ont dû faire la fête? Jeff, arrête la voiture. C'est grave. C'est fini. C'est ce que tu ressens? Ah oui, de suite, je lui ai dit. Elle se rappelle, elle en a parlé à la presse. C'est terminé. On l'a assassinée. Elle est morte. Alors que d'autres médiums, disaient à Roland Giraud que sa fille était vivante. Ah oui. Tout le monde disait, j'ai dit, Véro, j'aimerais te dire l'inverse. Ne me demande pas. J'ai vu la fin et je peux te dire, ils vont la trouver dans un trou avec des pierres. Il y a même une voiture, je ne sais pas ce que c'est, comme ça, juste à côté. C'est fini. Mais tu peux te tromper, Jean. J'aimerais me tromper. Et Jeff, même, il regarde, si Jean te dit ça, tu peux l'écouter. Voilà. Et quelques temps plus tard, évidemment, on connaît la nouvelle. Parce qu'à un moment donné, certains, ils avaient fait venir un tel, des médiums. J'ai dit, je m'en fous, je m'assieds dessus. Ouais. Ne me demandez pas. Moi, je vous dis ce qu'on me montre. Ouais. Elle est morte. Elle est décédée, effectivement, et on la retrouvera au fond d'un puits. Au fond d'un puits. Cette histoire tu vois, un truc de pierre, j'avais vu, oh là là, c'est truc. Une voiture, un truc de gare. Il y a quelqu'un, alors, dont tu parles beaucoup. J'aime beaucoup. C'est une fille extraordinaire. C'est une fille que j'ai beaucoup appréciée. Aimée. Aimée, oui. Aimée. Et c'était un grand cœur qui est parti. Et c'est une fille qui avait le sens des valeurs, qui était d'une simplicité incroyable. Tu dis dans ton livre, et je ne trahis rien puisque c'est écrit, tu dis que c'est ton deuxième plus grand amour. Oui. En Irak, j'étais fou amoureux.
Et c'est évidemment une grande dame du cinéma. Alors, il y a plein d'exemples comme ça, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Il faut vraiment lire tout ça. Tu as vu, j'ai mis des petits post-it tellement je trouve... je m'étais dit, il ne faut pas que j'oublie de lui parler de ça, il ne faut pas que j'oublie, parce que ça, c'est tellement intéressant, c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Il y a ceux qui travaillent un petit peu dans le milieu médiatique ou artistique connaissent Jackie Lombard. Oui. Jackie Lombard, grande productrice. Et Jackie Lombard, elle accepte effectivement de revenir sur un événement incroyable au travers de ce monsieur, Mike Brandt. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu ressens Mike Brandt à un moment donné? Oui, à un moment donné. Il m'a montré parce qu'elle cherchait des cassettes qui étaient existantes. Ces grosses cassettes. Des grosses bobines. Grosses bobines, tout ça. Ouais, d'enregistrement. Et on était chez elle. Et Jeff, il dit comme ça, mais Jean, tu peux pas voir où le son, ces cassettes, on les a cherchées partout. Mais Jackie, j'ai dit, on me les montre dans ta cave. Mais j'ai rien dans ma cave. Et c'est Mike Brandt qui te fait signe dit, en te disant... Oui. J'ai dit, on me le dit, on me montre que c'est dans ta cave. Il m'a dit, te le dire. Il m'a dit, mais il ne se trompe pas d'adresse. J'ai dit, non. Parce que Jackie, elle dit, mais non, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de bobine. Et Jeff, il m'a dit, va d'écouter. Moi, je descends dans la cave. Et c'est Jeff qui les a retrouvés. Et il y avait bien, effectivement, les enregistrements. Qui cherchaient depuis longtemps. Et Mike Brandt demandait à ce que ce soit remasterisé et qu'on retravaille les enregistrements pour une qualité sonore optimale. Et en plus, là, maintenant, ils vont faire une émission sur lui, comme ça, parce qu'on m'a demandé beaucoup de choses sur lui. Alors, il y a évidemment beaucoup de noms comme ça, et j'avais noté aussi quelque chose qui m'avait surpris, parce que c'est allé très loin dans les choses qu'on t'a demandé, et sur notamment des affaires assez graves, les affaires de Michael Jackson, du suicide d'un ministre du gouvernement français. Ouais. C'est allé jusque-là, hein? Oui, jusque-là. C'était terrible. Mais à un moment donné, je dis ou je dis pas. J'ai peur aussi parfois de transgresser des interdits. Mais lorsque j'ai la main, vous voyez, je parlais, qu'elle commence à prendre la main, c'est que je sais que je peux. C'est la main qui enfle gauche, un peu? Oui. Ouais. Parce que quand j'entends, je perçois c'est au niveau de l'oreille gauche, et ça a toujours été la main. D'un coup, je parle, de suite, je sais que je suis dans le bon. Et ça veut dire que tu as l'autorisation? L'autorisation, voilà. Ouais, c'est ça. Et ça. Je ne ferai jamais, je transgresse. C'est mon maître mot, jamais des interdits. Ouais. Alors, avant de terminer, parce qu'on est presque à 1 heure d'émission, mais j'ai envie de te garder pendant encore de longues minutes, l'argent. Effectivement, la spécificité de Jean Testanière, c'est de dire et d'affirmer n'avoir jamais fait ça pour l'argent. Et ça, évidemment, c'est tout à ton honneur. Et tu dis, quand on pense avoir un don de vision, il faut se garder de faire payer ces séances pour n'en tirer comme seule satisfaction que celle d'avoir aidé une personne dans le besoin. Exactement. Quand j'étais face à ce qui se passait, j'étais apte à donner mon point de vue. À un moment donné, je me retrouve en train de marcher, j'ai dit, c'est d'accord. J'étais très insistant. Je ferai tout pour les gens qui sont en détresse, les malheureux, etc. Mais je ne prendrai jamais un centime. Comment tu réagis face à ceux qui, eux, le font? Il y a des tas d'autres médiums, évidemment. Moi, j'ai dit, c'est leur problème. Je ne vais pas, disons, les critiquer. Mais moi, je ne peux pas le faire. Je ne le ferai jamais. Il faut que ça s'adresse à tout le monde, aux plus démunis en premier. Voilà. C'est vrai que je ne partage pas. Mais je ne peux pas les critiquer, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne prendrai jamais un centime. Alors certains, je me fais l'avocat du diable, vont dire « Oui, mais tu as dû avoir des tas d'autres avantages en nature, on a dû Oui, ça me l'a dit, comme ça. On a dû faire des grosses voitures, jamais. Après, ils racontent ce qu'ils veulent, je m'en fous. Non, mais bien sûr, tu n'as rien à prouver de toute façon. Parce que c'est vrai que je me trouve dans des univers qui sont différents, ça je reconnais, quand je me déplace. C'est formidable. Je passe des bons moments, mais je n'accepterai jamais l'inacceptable. C'est-à-dire vraiment des trucs à profusion, des mal. Non, je passe dans ça, pas dans ça. J'ai une vie tranquille. Est-ce que, au regard de ce que l'on vit aujourd'hui, et on sait combien la situation, d'abord de notre pays, et puis à l'international, est si compliquée, si douloureuse, si conflictuelle, si perturbante, est-ce que tu es optimiste? Tu disais que tu es résolument optimiste, mais au vu de ce que l'on vit, est-ce que tu peux continuer à être optimiste?
la question, on me l'a posée plusieurs fois. Ça va être pour moi compliqué quand même. Compliqué. C'est pas si facile que ça. Lorsqu'on a, disons, le pouvoir, je crois qu'après, c'est pas facile de le tenir, de le garder, parce que, compte tenu de tout ce qui se passe, un homme politique, ça a été tiraillé à droite. Et moi, je dis, les jours à venir, ça va être quand même très, très compliqué. Il faut s'accrocher alors. Il faut s'accrocher. Est-ce que d'autres présidents de la République ont souhaité que tu les conseilles aussi bien que tu ne l'as fait avec le président Mitterrand? Oui. C'est vrai? Oui. 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 Moi, je me rappelle, et surtout de Clinton. Gérard, il en a parlé d'ailleurs. Clinton, c'était lors de son affaire? Oui, parce que d'un coup, on se retrouve tous les deux, les années 2000, je ne me rappelle plus comment c'était vraiment il y a longtemps. On part tous les deux, on était tous les deux seuls pour passer le réveillon. Il m'a dit, on va Saint-Tropez. Gérard, il m'a dit, je conduis. C'était le début des portables. J'ai dit, écoute, ça parle américain. Quelqu'un t'appelle et ça parle américain. Et lui, il entend, il fait « Oh !» J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'arrête la voiture. Tu es retenu par 9 vœux et on te fait un signe comme ça de venir. Le président me fait Clinton. Il veut que tu viennes à la Maison Blanche. Ouais. J'ai dit Gérard, j'ai toujours refusé ces choses-là. Au risque de te déplaire, je t'en supplie comme ça. J'ai dit je ne peux pas le faire. Non. Mais qu'est-ce qui t'empêche à ce moment-là? Non, parce que je veux pas, disons, après me déporter sur des trucs qui vont me faire un peu déraisonner. Je voulais garder les pieds sur la terre, sur la terre ferme. Non, mais tu avais déjà vécu tout ça 1000 fois. Ça, c'était encore là. Trop haut pour moi. Hein. Trop haut pour moi. Trop haut pour moi. Moi, quand j'ai vu Mitterrand, c'était quelque chose d'incroyable. Ah bah, là, et j'aimerais toujours... on est plus haut, là. Ouais. Mais c'était vraiment trop haut. Et dans les présidents les plus récents, là, il y en a d'autres, en France, hein, j'entends, et qui ont voulu te... Dis-nous un petit truc. Dis-moi des petits trucs que je fais passer par intermédiaire, je vais dire. Même le président actuel? Non. Non? Mais... Non. Lui, je ne peux pas dire. Bon. Non. Okay. Mais les autres, oui. Les autres, oui. Mais on sait qu'il y a toujours une dimension un peu spirituelle ou ésotérique, que les présidents sont toujours évidemment très intrigués à savoir ce qui va se passer après, sur des élections, réélections, prise de décision. On peut comprendre que ce soit tentant de s'interroger. C'est toujours la même question qui revient. Comme ça. Je fais très attention. Je lui dis, moi, je ne suis pas en marge, je ne suis pas un truc comme m'affubler, tout ça, toutes ces choses-là. C'est pas moi. À un moment donné, si j'ai la permission, je parlerai. Et là, on est prêt, que je puisse dire quelques mots. Mais tant que je n'ai pas la permission, je ne donnerai pas un spectacle. Est-ce que ça te donne envie d'en faire un second? Pourquoi pas? Pour révéler encore d'autres choses? Oui. C'est vrai? C'est très alléché, presque. Oui, parce que c'est comme une catharsis. Il fallait que je sorte tout ça. Ça te fait du bien. Et ça m'a fait du bien. C'est quelque chose qui n'est pas facile au départ, parce qu'on se met à nu. J'ai eu peur de transgresser des interdits. Ouais. J'ai eu l'autorisation. Mais un deuxième, j'ai envie de le faire. Ouais. J'ai envie de le faire. On m'a proposé des films, tout ça. Parce que ça pourrait... Alors ça, pour le coup, ton histoire, ta vie est un film. Mais un deuxième pour faire plaisir. Ouais. Et je pense que les fonds, je donnerai encore des associations, des gens malheureux, tout ça, des gens malheureux. Voilà. Une dernière question avant de te libérer. Et encore une fois, merci infiniment, Jean, parce que je sais que tu fais très très peu de télé et que tu n'as pas nécessairement envie d'en faire. Donc je remercie d'ailleurs Jean-Philippe Denac et Jeff de t'avoir ramené jusqu'ici. Et merci à toi de nous autoriser à parler, à échanger, parce que c'est vraiment extrêmement... Ton histoire est extrêmement intéressante. J'ai une question stupide pour terminer. Est-ce que la mort t'effraie? Ça m'a effrayé à un moment donné, parce que j'ai eu quand même des situations où j'ai été confronté par rapport à mon père, ma mère, tout ça. Maintenant, non. J'ai une autre idée de la mort. Tu es en paix avec ça? La mort, c'est une continuité, parce qu'on meurt. C'est le corps qui meurt, mais l'esprit vagabonde.
je sais que l'esprit se détache. Donc, je suis très positif là-dessus. Les gens qui ont peur, je leur dis non, n'ayez pas peur. Tu sais que c'est la première fois que je te rencontre. J'ai énormément entendu parler de toi. Et à chaque fois, tous ceux à qui j'ai eu l'occasion de parler de Jean Testanière, tout le monde m'a dit, d'abord, tu as beaucoup de chance de le rencontrer. Et en plus de ça, il rayonne tellement, il a tellement ce côté positif, presque envoûtant, que ça ne pourra te faire que du bien. Et je te confirme que ça fait beaucoup de bien de t'avoir à nos côtés comme ça et de pouvoir justement parler en toute franchise, en toute liberté. Moi aussi, ça me fait du bien de venir ici. Merci infiniment. De vous entendre, de t'entendre, pardon, ce sourire. Et ensuite, toutes les descriptions, c'est que tu as bien lu mon livre. Ah, ça, je te confirme que je l'ai lu. Je l'ai même lu encore cette nuit pour reconfirmer quelque chose, quelques points sur lesquels il y a tellement de choses à raconter encore. On pourrait consacrer 1 heure d'émission supplémentaire. Je vous invite vraiment à lire l'histoire de Jean Testanière. Et si la vie n'était qu'un début, c'est aux éditions XO. Je comprends maintenant pourquoi ce livre suscite autant de réactions. Je vais le mettre dans ma bibliothèque quelque part par là, en retirant les petits trucs là comme ça. J'attends le 2. Hein. Le 2. Hein? Ça y est, j'y suis. T'es en train là? Oui, dans ma tête. Ah, dans ta tête. Bon, heureusement que j'ai Jean-François, il y a Jeff comme ça qui prend note. Parce que d'un coup, ça me vient, il écrit. Ouais. Il enregistre. On dit que ta maison, c'est un musée. Ah oui, oui. Il y a des photos partout, il y a des tas de choses qui te remémorent. Je t'invite. Et je serai ravi. C'est avec grand plaisir. Tu viens, mes jeunes-filles. Avec grand plaisir. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. C'était vraiment un bonheur. N'hésitez pas, évidemment, à commenter, parce que c'est important de connaître vos réactions suite à cette émission. Je sais que ça ne va pas vous laisser indifférent, ça c'est sûr. Lisez ce livre, suivez évidemment les péripéties de Jean. Et on se retrouve très bientôt sur ABC. Salut. Merci.